d'ici 15 jours et à la représentation nationale, c'est qu'au moment de son discours de politique générale, François Bayrou n'est pas la confiance et donc derrière il tombe. Et dans ces cas-là, s'il tombe, eh bien, à Emmanuel Macron soit le pouvoir de dissoudre de nouveau, Oui. ou alors il y a peut-être l'hypothèse de dire exit François Bayrou, j'ai la carte Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, ou Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Il garde à peu près le gouvernement et c'est reparti pour un tour, Laurent Jacobelli. Ah mais on peut changer le casting. Le problème, c'est qu'il faut changer et le metteur en scène et le scénario. Voilà, le metteur en scène, c'est Emmanuel Macron. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est avec la politique d'Emmanuel Macron. Et c'est les scénarios. On ne peut pas continuer d'être dans un pays où la croissance est en berne, où les industriels n'ont qu'une idée, c'est de se carapater à l'étranger, où nos cerveaux veulent aller travailler à l'étranger, et où par contre, toute la misère du monde et où tous ceux qui n'ont pas été formés veulent venir toucher les aides sociales dans notre pays. Tant qu'on continuera comme ça, vous aurez une minorité de gens qui travaillent pour nourrir tout un tas de gens qui les regardent faire et qui en profitent. Tout cela n'est pas possible. Donc il faut changer radicalement de politique, il faut une alternance politique. Et pour ça, il faut une dissolution à minima. Et des élections législatives. Sauf Absolument. que Marine Le Pen ne pourra pas être candidate. D'abord, Marine Le Pen sera candidate, et puis nous verrons bien ce que les cours... Il y a l'inéligibilité qui court. Tout à fait, mais il y aura recours et on verra bien ce qu'il apparaît. Mais je ne sais pas si vous connaissez bien Marine Le Pen, mais quand on la connaît, ça fait des décennies qu'elle se bat pour le pays, au détriment parfois et de sa vie personnelle et de tout un tas de choses qui lui arrivent. Elle n'a pas une vie facile, et donc c'est quelqu'un qui ne met pas son intérêt personnel ou son sort personnel avant le reste. Et si la décision, c'est qu'il y ait une dissolution, qu'elle ne puisse pas être candidate, mais que c'est pour les biens de la France, je la connais, elle n'hésitera pas une seconde, d'ailleurs elle l'a dit, elle demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Moi, je dirais simplement, au-delà de... Une gentillesse. De votre relative logorée où vous mélangez tout, moi je vous dirais simplement, monsieur Jacobelli, les yeux dans les yeux, on a eu les émeutes en juillet dernier. Oui. Dans une stratégie de parti politique, vous précipitez la France dans une future catastrophe nationale, économique et sécuritaire. Un gouvernement intérimaire, alors qu'on est en crise préatomique avec la Russie. Cette censure, elle est à nouveau irresponsable. On a bien vu que la censure du gouvernement Barnier nous a précipité plus bas. Mais là, c'est pas d'une marche qu'on va descendre. C'est tout un escalier et on ne sait pas ce qui va se passer en bas. Et donc toi, tu veux les garder, Alors, tu veux garder la même équipe. Vous avez oublié Bravo. deux choses. Oui. Vous avez oublié deux choses. La pluie de sauterelles et le tsunami. Et je pense qu'on y était. Et l'invasion des extraterrestres. Trois choses, excusez-moi. Vous êtes en train de m'expliquer, mais c'est une logique que j'ai du mal à comprendre, mais c'est la vôtre, et je la respecte, que ceux qui ont mis le feu seront les meilleurs pompiers. Vous m'expliquez qu'il y a eu des émeutes. Pourquoi il y a eu des émeutes? Parce qu'il n'y a plus de sécurité dans les quartiers, mais ça, c'est pas le Rassemblement national. Je crois que si on avait respecté nos mesures, nous n'en serions pas là. Parce qu'il y a une surimmigration qui ne respecte pas les règles de la République, mais ça, c'est pas le Rassemblement national qui l'a mis en place, et parce que en face, vous avez, notamment dans certaines communes, des gens qui pactisent soit avec les dealers, soit avec le communautarisme. Donc vous êtes en train de nous dire que ce système a mis la France à feu et à sang, et que c'est pour ça qu'il faut le garder. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous comprenez très bien ce que j'ai voulu dire. Je comprends vous très pouvez bien. très bien faire preuve d'esprit de responsabilité, mais votre enthousiasme de parti politique vous amène à une aventure terrible. Mais notre responsabilité, monsieur, c'est de prendre les rênes de ce pays qui va mal, de y ramener l'ordre républicain, l'ordre économique, la fierté d'être français, la fierté d'investir en France, que les Français soient prioritaires dans leur pays. Oui, c'est ça notre attendez l'élection responsabilité. présidentielle. C'est ça que nous proposons. Attendez l'élection présidentielle. Si vous voulez louer l'action d'Emmanuel Macron, libre à vous. Il se trouve que vous êtes aujourd'hui de plus en plus minoritaire, et la démocratie veut que ce ne soit pas les minoritaires qui dirigent, mais les majoritaires. Barbara. Justement, j'ai une question sur les questions de majoritaire et de minoritaire. Si vous étiez aux affaires, oui. Donc le vrai problème aujourd'hui que vous avez à régler, c'est d'essayer de stopper la fuite en avant délirante de la dette, et notamment de la dette publique, avec les fameux intérêts de la dette, puisque maintenant M. Lombard commence évidemment à faire peur à tout le monde en nous disant on n'est pas loin des 100 milliards d'intérêts de la dette sous peu. Mais ceci étant, il n'a pas tort, ils se sont bien gardés de nous le dire il y a encore 2-3 ans. Le problème, c'est que notre dette, Monsieur Jacobelli, vous le savez, n'est plus une dette souveraine. Non. Vu que nous sommes un des rares pays au monde à avoir plus de 50% de nos créanciers qui sont des non-résidents. Et ça, c'est Monsieur Macron, puisque c'est en janvier 2023 que la dette française a dépassé les 50%. France Trésor refuse, elle l'a fait dans le passé, mais aujourd'hui, France Trésor refuse de dire aux journalistes, aux économistes, qui sont les détenteurs de la dette française. Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui? Parce que peut-être que demain, si vous êtes aux affaires, vous allez être vous aussi pieds et poings liés par nos créanciers qui ont peut-être des intérêts économiques, des intérêts diplomatiques, qui ne sont pas les intérêts de la France et auxquels vous serez obligés de céder, comme peut-être ce que fait M. Macron depuis quelques mois, vu qu'il a des changements de pied diplomatiques assez étonnants, qui seraient peut-être en lien avec nos créanciers. Est-ce que vous vous engagez, vous, à ce qu'on sache,
Parce que c'est quand même la moindre des choses que les Français sachent qui sont les détenteurs de leurs dettes. Mais bien sûr, c'est eux qui remboursent, c'est leur pays, c'est leur argent. La moindre des choses, c'est que nous agissions en toute transparence. Et comme vous l'avez dit, c'est une perte de souveraineté, et pas seulement une souveraineté industrielle qui est visible malheureusement, pas seulement une souveraineté alimentaire que nous vivons chaque jour, mais une souveraineté diplomatique. Et vous l'avez dit, quand quelqu'un vous prête de l'argent, c'est très compliqué d'aller critiquer son allié. Tout le monde aura compris de quoi on pouvait parler, et ça explique peut-être une certaine politique internationale d'Emmanuel Macron. En revanche, en plus de la transparence, il faut des garanties aux Français. Je crois que les mots, ils en ont un peu marre, et de dire à chaque fois on va faire des efforts, et chaque année la dette augmente. C'est de dire on va arrêter. On va faire des budgets à l'équilibre. Bien sûr, nous rembourserons Comment notre vous allez dette. faire en un an? Là, mais attendez. Pas en un an, d'accord. Parce que Le budget que nous présenterons, en tout cas la première année, si nous sommes au pouvoir et que les Français nous font cette chance et que Jordan Bardella est Premier ministre, sera à l'équilibre. Nous irons comment à cet équilibre? Je vous le répète, nous arrêterons de dépenser de l'argent pour accueillir ceux qui viennent légalement et illégalement en France, qui ne viennent pas pour travailler mais profiter des aides sociales. C'est infime. Deuxièmement, des dépenses supplémentaires. des dizaines de milliards. Non. Deuxièmement, nous ferons la chasse aux mauvaises dépenses. Les agences qui ne servent à rien, si ce n'est à recaser les copains, 5 milliards. 13 milliards et demi, l'aide française au développement, on peut là aussi bien sabrer. Merci de le dire. La fonction publique territoriale qui fonctionne en couche, dont on peut se demander parfois si elle est utile, et le mauvais investissement dans la fonction publique. Par exemple, sur la santé, il faut miser sur les médecins, pas sur les administratifs des agences régionales de santé qui finalement bloquent le système. Toutes ces mesures de bon sens devront être prises. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'économies qui permettront d'équilibrer les budgets. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne le prend pas? Parce que ça demande du courage, ça demande parfois de s'affronter à des courants de pensée ou à des lobbies, mais surtout, ça irrite la gauche. Or, aucun gouvernement aujourd'hui ne veut irriter la gauche, notamment sur la question de la fonction publique et notamment sur la question de l'immigration. Irriter la gauche n'est pas quelque chose qui nous fait peur. Nous respecterons le programme sur lequel nous serons engagés auprès des Français. Et croyez-moi, en un an, on pourra déjà montrer qu'on peut agir. On ne réglera pas tous les problèmes. Je vais être déplaisant, mais vous êtes devenu... Vous l'êtes depuis le début. Vous êtes devenu un parti de gauche. Donc vous n'avez pas le problème d'irriter la gauche. Alors, je suis comptable, danseur étoile, évêque et de gauche. Ma famille aura appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et j'en profite pour la saluer. Bruno Retailleau dit que ce serait voter contre les intérêts de la France, voter contre la confiance de Bayrou. Donc vous votez contre les intérêts de la France? Il sait de quoi il parle. Moi, je crois qu'il, lui, passe son temps à voter contre les intérêts des électeurs qui lui ont fait confiance. Comment on peut aujourd'hui être un électeur LR et voir un ministre comme M. Retailleau accepter la situation dans laquelle nous sommes avec l'Algérie, accepter la question des retraites comme elles sont abordées aujourd'hui par M. Bayrou et de dire qu'on va ratiboiser nos retraités? Comment il peut accepter de faire travailler les Français 2 jours de plus, lui qui prône en permanence la valeur travail sans rémunération? M. Retailleau est pris dans une nasse. En fait, il a 3 intérêts divergents. Maintenir à flot un parti qui est moribond. Deuxièmement, sa candidature éventuelle à la présidentielle. Troisièmement, son rôle dans le gouvernement. Monsieur Retailleau, c'est 3 en 1, mais 3 fois plus d'inefficacité. Juste une dernière chose, je te donne la parole ensuite, mais Éric Lombard, le ministre de l'économie, dit ce matin, on voit les bourses plonger, la fragilité économique française. Et Yacine, qu'une mise sous tutelle de la France, ce n'est pas à exclure, ce n'est pas inenvisageable. Qu'est-ce que vous en dites? Et que c'est ridicule. Aujourd'hui, on nous prête encore de l'argent à des taux trop élevés et on ne devrait pas emprunter autant. Là-dessus, on est d'accord. Mais la France n'est pas dans cette situation. On nous explique que la France, c'est la Grèce d'il y a 10 ou 20 ans. Elle en est pas loin. La trajectoire est très mauvaise. La dette française n'est plus une valeur refuge. Il y a 2 choses. Il y a l'état de la situation aujourd'hui et la courbe. La courbe que nous suivons est très mauvaise. Mais nous, ce que nous disons aux Français, c'est que nous n'en sommes pas à ce point-là. Et moi, j'aimerais leur lancer un message d'espoir. Il n'y a pas de fatalité. Le fatalisme et la peur sont les 2 armes, les 2 mamelles du macronisme. Il n'y a pas de fatalité. On peut remettre les choses en ordre. Il faut le faire vite, en revanche. On n'a pas des décennies devant nous. Mais il n'y a aucune fatalité à cette politique. 2 questions rapides. D'abord, sur la politique extérieure. On est victime d'attaques en permanence, que ce soit numérique ou que ce soit de déstabilisation venant de puissances étrangères, notamment de la Russie, et en particulier dans le secteur sanitaire. On a vu un mouvement le 10 septembre qui a été lancé à la base, et Raphaël Crapy de BFM l'a bien démontré, par justement des bots qui ont fait 1000 tweets par jour sur ce mouvement, et ensuite les politiques s'y sont greffés. On a vu un président de parti, Mélenchon on ne peut pas le nommer, qui a paraphrasé Poutine sur Zelensky en disant « mais cet homme-là n'est plus élu, sa parole n'a plus aucune valeur, etc. etc. » Moi j'aimerais entendre quand même la position du Rassemblement national par rapport à la Russie, parce que c'est pas clair quand même, c'est pas clair. Or, tu le rappelais tout à l'heure, on est quand même sous menace,
et sous menace réelle et avérée, puisqu'on est attaqué tous les jours. Alors, ce n'est pas des attaques armées, mais c'est des attaques numériques, c'est des attaques de déstabilisation. Et puis la deuxième chose, la deuxième question, qui est tout autre chose, mais qui est tout aussi importante, je ne vois pas chez vous, pas plus que dans les autres partis, mettre à la place fondamentale qu'elle doit avoir l'impact sur nos sociétés de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on va vivre un virage qui est un virage phénoménal et révolutionnaire, qui va changer complètement nos sociétés, et on a l'impression qu'on continue à faire comme si ça n'existait pas. Alors, la Russie, vous avez une minute. Alors très rapidement sur la Russie. Est-ce que la Russie essaye de nuire aux intérêts français? C'est une évidence. Est-ce qu'il faut protéger les intérêts de notre pays, notamment des fausses informations? C'est une évidence, et c'est pour ça d'ailleurs que nous demandons, nous, à ce que l'investissement dans la défense, qui passe aussi par la cyberdéfense, soit maintenu. Mais il n'y a pas que la Russie. Il y a un certain nombre de pays qui soutiennent la Palestine et qui, du coup, alimentent l'antisémitisme en France, avec des relais toujours les mêmes, d'ailleurs, de la France insoumise. Dès qu'il faut nuire au pays, ils sont là et Mélenchon en tête. Donc j'espère que j'ai été clair. Oui, la Russie veut nuire aux intérêts français, et non, nous ne laisserons jamais aucun État, y compris la Russie, nuire aux intérêts de notre pays. C'est pour ça que nous sommes patriotes et souverainistes. Deuxième question, très bonne question. Si on ne prévoit pas l'intelligence artificielle, nous la subirons. Et donc, il faut très clairement des budgets de recherche et développement. Moi, j'ai été très surpris par l'Union européenne. Quand les États-Unis et la Chine ont commencé à investir massivement sur le développement de l'intelligence artificielle, l'Union européenne a investi massivement sur le contrôle de ce que l'on avait le droit de faire avec l'intelligence artificielle. La norme avant la création, la matraque avant le génie. Je crois qu'il faut qu'on sorte de cette politique. Et un dernier mot. Le 10 septembre, vous en serez ou non le RN ou pas alors? Mais non, une fois encore, quand nous n'organisons pas un mouvement, nous laissons les gens évidemment libres d'agir, mais nous disons que nous avons des limites. La limite, c'est l'ordre public, c'est ne pas casser, ne pas détruire. Et moi, je suis très inquiet de voir Jean-Luc Mélenchon à la manœuvre avec tous ses alliés et ses sbires, parce que Jean-Luc Mélenchon, ça veut dire drapeau palestinien, et ça veut dire Black Bloc. Si c'est ça qui prétend défendre demain l'intérêt des Français, alors il y a une confusion terrible entre ces Français qui sont malheureux de travailler et qui n'ont pas de quoi faire la fin de mois, et ces idéologues qui veulent faire de la France l'arrière-cour du Hamas ou la base arrière de l'antisémitisme. C'est fini. Merci Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national, porte-parole du RN. Merci d'avoir été avec les GG.